La vidéo que vous êtes sur le point de regarder actuellement représente probablement le montage le plus éprouvant que j'ai jamais fait de ma vie. Non, parce que c'est une chose de vouloir traiter un sujet original, mais c'en est une autre de devoir se retaper toutes les scènes que j'avais juré de me retirer de la tête, parce qu'elles m'avaient foutu des cauchemars pendant 27 ans. C'était extraordinaire. C'était un grand moment. Tu m'étonnes que certaines personnes passent leur temps sur des chaînes comme Carnage Count. D'ailleurs, c'est très con, mais si se faire dévorer au cinéma, ça prend tous les genres, que ce soit l'horreur ou même la comédie. Pourquoi, même quand c'est drôle, ça me fait flipper? Putain. Dans la vie, et sans vouloir me la jouer Rambo, je n'ai que très peu de phobies. La peur du temps qui passe, amenant à celle de la mort, la peur du vide, que j'ai eu la chance de développer récemment, très sympa quand tu te crois dans Lost à chaque fois que tu prends l'avion, et la peur de me faire dévorer vivant. En temps normal, elle ne serait sûrement pas apparue sans un petit coup de pouce du destin nommé le cinéma. J'aime à rappeler que je suis un grand fan de série B, des classiques des années 50 jusqu'à nos jours. Oui, que l'on parle de la RKO, de la Hammer, d'œuvres décomplexées, modernes ou de nanars loufoques, ce genre en reste un incontournable du cinéma. Précisons que s'il reste plaisir coupable, souvent parrainé par un maître du genre, Roger Corman, je ne parlerai pas ici des innombrables séries Z à la sauce The Asylum, capables de tout et n'importe quoi du moment que c'est opportuniste, ringard, et que ça offre un chèque à tel ou tel acteur dans le besoin. Tu les as sûrement vus un jour sur NT1 en deuxième partie de soirée, initié par le culte du genre Sharknado. Bon, et puis petite affection quand même personnelle pour Dinocro vs Supergator, David Carradine, des dialogues léchés, bref, tout ce qu'il faut dans un Zillium pour faire un Zillium. J'arrive pas à y croire. Pauvre garçon. Il était gentil pourtant. Ça, c'est pour la parenthèse nostalgique. Ce qui nous intéresse, c'est le rapprochement de ces œuvres à d'autres beaucoup plus percutantes, comme Jurassic Park, autour d'une question: pourquoi cette fascination de l'homme dévoré au cinéma? Mythe intervenant de bien des façons, peur d'animaux tueurs, d'extraterrestres, de cannibales ou même de morts, il y en a pour tous les goûts. C'est ici, bercé par les Dents de la Mer, Anaconda et autres George Romero depuis l'enfance, que j'attaque enfin ma phobie, posant la question que absolument personne ne se pose à part moi: pourquoi avons-nous peur de finir dévorés vivants? Comment le cinéma en joue-t-il depuis bientôt plus d'un siècle? Attention, âme sensible s'abstenir, vous allez en voir de la bidoche. D'abord, nous allons isoler totalement ce matériel. Pour comprendre comment le 7e art s'est dirigé vers un style à part de l'horreur, un peu d'histoire. La peur d'être dévoré vivant hante l'être humain depuis des milliers d'années. À travers plusieurs mythologies, il n'est pas rare de voir interprétation d'ogres et autres créatures anthropophages dans les récits des voyageurs, réunissant savoir et fantasmes cannibales. Dans son origine première, l'anthropologue Marshall Salins affirme que le cannibalisme, par exemple, serait avant tout symbolique. Rappelle que si l'homme se nourrit de l'homme, c'est toujours via une relation ayant un sens. Rituel d'approbation, de vengeance ou même pratique funéraire. L'étymologie même du mot cannibale révèle fantasme étudié depuis des centaines d'années. Il en est de même via cette relation complexe que nous pouvons avoir avec les animaux dits tueurs, bien que largement surinterprétés. Prenons le cas tristement célèbre du requin. À chaque nouvelle attaque, l'information fait rapidement le tour de la planète. Dans l'opinion commune, le requin se veut créature d'effroi, de terreur, pour la simple et bonne raison qu'il reste l'un des rares animaux que l'homme n'ait jamais parvenu à maîtriser. Au XVIIIe siècle, le squale était même perçu comme présage de mort, qualifié par Jules Verne de cercueil vivant. Il renvoie alors, bien avant que l'humanité amorce ce progrès scientifique, à d'autres mythologies comme le kraken terrorisant les marins. Le progrès, primordial pour comprendre d'autres peurs devenues fantasmes. Ce n'est pas un hasard si dès les années 20, le cinéma se dirige vers le gigantisme de découvertes scientifiques, comme les fouilles préhistoriques, pour emmener l'audience vers la peur de ces créatures. Du monde perdu à King Kong, jusqu'à l'arrivée de la science-fiction, elle se conclut souvent par l'homme dévoré par une nature indomptable et imaginaire. Au Brésil, nombreuses sont les légendes autour d'Anaconda mangeur d'hommes. En Afrique, comment ne pas citer Gustave, crocodile marin ayant, d'après les tribus, dévoré plus de 300 personnes, en partie dû au ravage de l'homme contre l'homme et aux guerres du Burundi. Les corps sont jetés à la rivière en pâture à des animaux prenant goût à la chair humaine. Pour plus de détails, je vous renvoie au film Primeval de Michael Kettleman, rien que pour voir Lincoln Burrows affronter un crocodile. Sac à merde.
Avec le temps, l'histoire nous a donc offert centaines d'axes à mettre en scène dans l'unique but de confronter le spectateur à une sensation viscérale, nauséeuse, impliquant nos peurs les plus profondes. Parfois, pas besoin de mythologie ou d'animaux menaçants. Des œuvres comme Cujo exploitent à la perfection le réalisme d'un sentiment de sécurité. Le meilleur ami de l'homme devient tueur, public comprenant l'impact d'être dévoré. Mais au cinéma, le mangeur d'hommes ne pourrait se résoudre à une peur réaliste ou animale. Difficile de ne pas parler George Romero, précurseur d'un cinéma de genre voyant le mythe du zombie se réécrire, loin des anciennes religions du sujet. Avec le temps, d'autres longs métrages mettent également à l'épreuve nos papilles délicates. Venu de l'espace, le Blob de Chuck Russell symbolise cette idée d'alien débarquant sur Terre afin de gravir l'échelle alimentaire de notre jolie planète. Idem pour les excellents d'ailleurs Critters. Allons plus loin, David Fincher prône l'idée d'un alien dog se délectant de chair humaine, chose n'ayant jamais été étudiée ni par Ridley Scott ni par James Cameron dans la saga. Enfin, le principe même du film orienté autour du cannibalisme ne tarde pas non plus à voir le jour. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours été fasciné par ce cinéma, qui représente pourtant ce qui m'effraie le plus, et ce, avec ironie, à cause du cinéma. Cette terreur peut prendre forme différente, mais garde même sensation. Être dévoré vivant devient organique, l'un des rares malaises avec le cinéma de torture qui te donne l'impression de ressentir physiquement la scène en question. Elle s'adjuge même parfois le fantastique, comme dans Scary Stories, où l'une des scènes les plus dérangeantes du film demeure proche d'autres longs métrages comme The Thing ou Le Blob, symbole d'une fusion. Nous ne sommes pas uniquement dévorés, nous sommes absorbés. Là, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me donne la gerbe ce genre de truc. Ça et le cinéma d'araignées géantes, ça fait vraiment partie de mes ennemis. La question que je me pose maintenant, c'est pourquoi ? Pourquoi suis-je à ce point mal à l'aise, écœuré, terrifié par cette notion d'être dévoré vivant? Comment le cinéma a-t-il façonné cette phobie? Je pense que la réponse est multiple, symbole de la variété du genre en salle obscure. Pour moi, l'idée principale vient d'une autre peur, bien plus commune, celle de l'inconnu. Que l'on parle tension de mise en scène des Dents de la Mer, travail de gigantisme propre à Jurassic Park, ou même créature de cauchemar comme Tarantula, l'idée est de confronter le spectateur à une crainte qu'il ne peut maîtriser. Depuis l'origine de l'homme, nous sommes habitués à figurer au sommet de la chaîne alimentaire. Amorcer cette peur, c'est remettre en question non seulement notre passé, mais notre place dominante sur le monde, tout en, effectivement, faisant ressentir à son audience une gêne physique, organique. Affronter l'inconnu, ce que la nature nous offre d'indomptable ou même de surnaturel, amène cette crainte. Elle renvoie au mythe présenté plus tôt, récit de voyageurs face aux ogres, trolls et autres fantasmes. Être dévoré, ce n'est donc pas quelque chose que le cinéma a créé, c'est quelque chose que le cinéma met en scène, symbolisant à l'écran cette sensation d'inconnu. Prenons quelques exemples. Nous sommes en 2005 et Peter Jackson envoie Adrian Brody et Jack Black du côté de Skull Island. Après une rencontre délicate avec Kong, le réalisateur propose l'une des scènes m'ayant traumatisé. Disparition d'Andy Serkis dévoré par des larves géantes. Via cet extrait, j'entame deuxième axe d'analyse, la façon dont le cinéaste parvient à créer cet effroi. Non, il ne suffit pas de voir un homme se faire gober par un dino-croc ou un piranha tueur pour affronter ses angoisses, il faut les rendre réalistes, longues et perturbantes pour le public. Là-dessus, la mise en scène devient primordiale pour provoquer frissons et dégoût. Nouvel exemple, l'Anaconda de Luis Llosa. S'il ne brille pas ni par son originalité ni par son scénario, la mort de Jon Voight argumente cette idée. La caméra est directement à l'intérieur du tuyau d'arrosage, enfin de la bête, mise en abîme immédiate du spectateur au sein de l'action. Je suis désolé, mais c'est exactement là que le trauma intervient. On joue sur le fait que le public, à l'instar de King Kong, se sente digérer, mourir et disparaître encore vivant. Plus tôt, il profitait déjà d'une caméra proche des corps pour inclure son public dans l'action. C'est là que, pour moi, on fait appel à quelque chose proche du sadisme. Vous n'êtes pas uniquement dévoré, mais à l'instar de films d'araignées géantes ou même de zombies, vous êtes dévoré vivant, conscient. Travail du trauma et de l'intelligence. C'est là que je ressens le plus d'angoisse. Comme le disait Alan Grant, nous sommes vivants lorsqu'il nous dévore. Quelque chose que le réalisateur use contre nous pour façonner cette phobie. Côté cannibalisme et autres revenants, si le style Romero est indiscutable, partons côté EMC avec une petite série dont vous avez peut-être déjà entendu parler, The Walking Dead. Ne lâche pas! Le mort-vivant appuie cette peur de la chair, dévoilée ici via la mort d'un personnage de Walking Dead. Dans cette recherche du gore, impactant le spectateur, la caméra est souvent proche des corps. On insiste, au-delà du symbole, sur les sensations physiques
qu'elle provoque. Elle en devient alors, pour moi, mort la plus marquante du cinéma et clé analytique évidente. Celle-ci nous touche car elle est la plus agressive et brutale que l'on puisse rencontrer, faisant écho à d'autres peurs comme l'agoraphobie ou les mythes surnaturels. On peut même rapprocher ce style-là, et attention, on part dans le philosophique, une connotation sexuelle propre à ce voile des corps. Être dévoré ou mordu permet selon plusieurs théoriciens d'écarter de la science l'idée du sexe, tout en y conservant l'angoisse ramenée au danger bien présent d'être dévoré. Thème renvoyant une nouvelle fois aux anthropologues ayant reconnu derrière plusieurs récits cannibales, contes ou métaphores sexuelles. Ce sont ces pulsions, comme être pénétré, qui trouvent une réinterprétation dans l'idée même d'être dévoré. Une œuvre comme Jennifer's Body devient alors balance subtile entre représentation sexuelle et quête de chair. Idem pour Tis, vagin tueur. Dans un autre style beaucoup plus gothique, le mythe du vampire et même du loup-garou prône également cette théorie. Connotation sexuelle évidente, surtout chez le vampire, attachement au sang, au fantastique et à un univers souvent sexualisé. On le devine via une multitude de livres, d'histoires, de contes et autres longs métrages, jusque dans leur façon de se nourrir. Ah bah depuis le temps qu'on le vous dit qu'un vampire ça suce énormément, au moins maintenant vous savez pourquoi. Dernier exemple, mais non des moindres, l'enfer de l'attente. Peut-être l'une des scènes les plus traumatisantes que j'ai eu l'occasion de voir, tirée du long métrage Le Blob. Pour l'anecdote, j'aurais d'ailleurs jamais osé le terminer. Encore une fois, tout est question de mise en scène. Le plus dur n'est pas de se faire dévorer, mais la tension inévitable qui s'installe avant l'échéance. Une cabine téléphonique, un étouffement et un spectateur pris aux tripes. Cet arc narratif du suspense, classique mais cruellement efficace, demeure l'un des plus utilisés dans n'importe quel registre horrifique. Même dans Star Wars, pour ne citer que lui, les murs se rapprochant de nos héros se basent sur cette idée. Attente amenant à cette peur de la mort. Particulièrement trash et violent, le Blob réserve son lot de scènes englobant peut-être toute cette analyse. Et s'il ne représentait pas, finalement, l'ensemble de ce mouvement horrifique. Monsieur, nous essayons de voir... Difficile donc de savoir si cette peur provient d'un culte, provient d'un mythe, d'une peur de l'inconnu, d'une méthode de mise en scène ou bien de tous ces arguments. Car croyez-moi, avec un tel sujet, je pourrais vous parler encore des heures de cinéma de genre. J'en oublierai presque d'autres monstres iconiques se nourrissant de la peur elle-même, mention spéciale aux creepers. Car ces notions confirment qu'il n'existe aucun moyen de lutter contre une phobie, que le 7e art aura bâti pendant des années, s'inspirant de nos craintes pour les décupler peu importe la thématique. Elle surprend car nous ne pouvons lutter contre elle, s'affirme via nos peurs les plus profondes et dégoûte, adoptant multitude de lectures selon le sujet abordé. Ce n'est pas un hasard si très tôt dans l'histoire du cinéma, la série B joua de ce style pour traumatiser son public. Elle est l'une des plus instinctives et, quand elle est maîtrisée, des plus horrifiques que la toile peut apporter. Alors évidemment, encore faut-il être sensible à cette peur. Peut-être bien que de votre côté, elle vous fera marrer. Mais en ce qui me concerne, de loin ma plus grande phobie cinéma. Et non, désolé, mais je réussirai jamais à terminer The Blob.